bonjour, merci encore de votre fidélité. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de School TV Le Mag. Une demi-heure concernant la scolarité de vos enfants avec à chaque fois une thématique forte. Et vous le savez, tous les jours, on met en lumière une initiative, qu'elle soit locale ou nationale, avec Adrien Fontenot. Salut Adrien. Salut Patrice. C'est parti pour le sommaire de cette nouvelle émission, de ce nouveau mag. Saint-Quentin en Yvelines, toujours à la pointe en matière d'éducation, sans surprise. L'agglomération qui a misé gros, très gros. Vous allez le voir sur le numérique, équipement, codage, programmation. Quel retour d'expérience, on en parle dans un instant. Saint-Quentin, agglomération, étudiante, sportive, future hôte des Jeux Olympiques, ce sera l'été prochain, ça approche à grands pas, cyclisme et golf au roi notamment, on a hâte d'y être. Et puis les jouets, trop abîmés, ne sont plus promis, c'est une surprise à la poubelle. Adrien vous fait découvrir une initiative pour le moins solidaire et éco-responsable. C'est parti pour l'expression orale. Et l'expression orale, c'est avec Jean-Michel Forgouze. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation en cette rentrée. Je sais que vous avez un emploi du temps des plus chargés. Vous êtes le président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. Vous êtes également le maire d'Elancourt. Si vous deviez choisir un maître mot pour cette rentrée 2023, quel serait-il ? Ça Tranquille. se passe globalement bien. Bien sûr, il y a toujours ce problème du nombre de profs. C'est un secteur public, un service public qui souffre aussi de ce problème de recrutement, comme la police, comme la santé. Donc on le retrouve. Bon. Sinon, bon, dans les profs, il y a quand même un bon état d'esprit. Il se modernise aussi, c'était long, c'était un éléphant. Il a fallu les prendre par la main un petit peu. Plus modérément, mais honnêtement, à Saint-Quentin, on n'a plus de problème. D'abord, Saint-Quentin est dans Paris-Saclay. Paris-Saclay, c'est bien sûr un territoire très, très innovant qui a été classé par le MIT dans les 8 zones mondiales les plus innovantes au monde. On a l'université Paris-Saclay, numéro 1 mondial en mathématiques. Dans le classement de Shanghai. Donc bien sûr, il y a un état d'esprit, il y a bien sûr qui est très particulier et la culture numérique est forte. Vous avez des entreprises très prestigieuses dans le numérique, que ce soit Thales, que ce soit Airbus, Sécurité Défense, que ce soit... Enfin, même Bouygues, il travaille sur la société du futur et complètement numérique, sur la ville. Voilà. Donc beaucoup d'entreprises qui sont culturellement très en avance sur le plan numérique. Un projet éducatif sur 12 villes, effectivement, dans ce secteur, avec quelles ambitions ? L'ambition, c'est, si vous voulez, vous avez une petite dette, paraît-il, de 3 000 milliards, qui est irremboursable aujourd'hui. Si vous voulez la rembourser, il faut passer d'une croissance d'1% à une hypercroissance de 3%. Or, le plus grand levier aujourd'hui pour faire de la croissance, c'est le numérique. Le numérique, c'est le plus grand des multiplicateurs d'intelligence, d'innovation et de croissance. Or, vous savez que c'est l'innovation qui fait la croissance. C'est en remettant en cause un process, en l'améliorant, que vous allez augmenter, bien sûr, la compétitivité de la boîte qui vend ce produit. Donc le secret, c'est la croissance. La décroissance, attention, la décroissance, ça veut dire que vous abandonnez votre modèle social complètement. Votre modèle de retraite, votre modèle de santé, voilà, c'est la croissance qui paye. Quand vous avez en plus un déficit, une dette, je veux dire, il n'y a plus que la croissance pour vous sauver. Donc, l'éducation numérique, c'est ce qui, bien sûr, c'est les emplois de demain, c'est les emplois les plus productifs, les plus stratégiques. Donc, il n'y a pas photo. Il faut mettre le paquet. La France n'a pas les moyens d'avoir des états d'âme sur cette révolution culturelle vers le numérique. En quoi consiste justement le plan numérique éducatif que vous avez mis en place justement à Saint-Quentin-en-Yvelines ? Nous, c'est d'abord, on a commencé par des logiciels pour développer la mémoire de l'enfant. Au départ, on nous regardait, voilà. Puis un jour, il y a un inspecteur l'éducation qui est venu voir dans une classe, il est rentré, tous les élèves étaient sur l'écran, et en fait on entendait une mouche qui volait. Il nous a dit, c'est quand même assez rare qu'on entende. C'est rare. Qu'est-ce qui se passe ? Et effectivement, il découvrait que l'enfant avait quand même bien sûr une appétence avec cette relation avec les logiciels. Et après on a enchaîné, ça a été tableau numérique, ensuite ça a été tablette pour tout le monde. Monsieur le maire, pardon, je vous coupe. Vous me dites qu'au début, vous étiez un petit peu vu comme des extraterrestres ? Alors, il y a plus d'une dizaine d'années, je vous dis, mais même les profs, quand les inspecteurs généraux de l'éducation nationale, quand on leur disait qu'on allait transformer la pédagogie dans les classes, ils m'ont dit, non, mais monsieur le maire, vous vous occupez des cantines. La pédagogie, c'est... À fond sur le bio, monsieur le maire. La pédagogie, c'est un autre monde. Autre chose. Donc, vous voyez, ça a été un peu... Mais bon, on a négocié et puis on a démarré. Et alors, au début, je me souviens, au début, il y avait
un ou deux profs qui nous suivaient, et les autres, ils nous regardaient. Puis après, ils ont vu... surtout, c'était marrant, c'était les parents qui allaient les voir, qui leur disaient, écoutez, monsieur enseignant, j'ai 2 enfants, un dans une classe où il y a du numérique et une où il n'y a pas de numérique. Oui. Quand ils me parlent de leur journée d'école le soir, il y a une différence, c'est pas possible. Oui, il y en a un qui veut retourner rapidement à l'école et l'autre un petit peu moins. Ouais. On montrait qu'on augmentait le goût d'aller à l'école, le plaisir d'apprendre. Alors là, quand vous voyez ça, effectivement, il y a 2 choses à retenir là-dessus, c'est qu'on a augmenté le plaisir d'apprendre de l'enfant, et le plaisir d'enseigner du prof. Alors quand vous réussissez ces 2 côtés, vous dites, bon, allez, on accélère les gars. Banco, on y va, hein. On met les moyens. Combien d'enfants, combien d'élèves ont bénéficié jusqu'à présent justement de ces outils numériques? Écoutez, environ enfin ça commence. Alors à Elancourt, parce que vous êtes aussi maire d'Elancourt. C'était un peu moins de 3000. Bon, après ça a été le collège, après c'était le lycée, et après c'était tout Saint-Quentin. Alors là, c'est plus de 30 000 élèves. D'accord, Adrien. L'innovation s'est faite par étapes. Vous disiez justement que vous aviez eu des réticences de la part de certaines personnes. Qu'est-ce qui pouvait leur poser problème dans cette innovation ? Une espèce de résistance au changement, une espèce de résistance à la modernité. Enfin, souvenez-vous, hein, le chemin de fer, on disait que ça allait faire tourner le lait des vaches. Les scientifiques disaient ça. Bon, il y a des moments où on se demande si on était parvenu à cette époque-là. Mais je crois que ça... Vous savez, on vous dit que le numérique, ça rend schizophrène. C'est-à-dire que vous vous enfermez... Moi, ça fait 40 ans que je suis pas schizophrène, vraiment. Et que ça vous... que ça touche à la vue. Bon, moi, j'ai une vue, je peux vous dire, j'ai pas de problème. Bon, que après avec les oreillettes, enfin que ça vous rendait sourd, et on a même entendu que ça rendait quoi, que ça déformait le cerveau. Alors oui, ça fait 40 ans que j'ai les outils numériques toujours à côté de moi la nuit pour l'argent. Je veux dire, j'ai aucun de ces symptômes, mais bon, et je pense que j'ai beaucoup de chercheurs aussi qui ont bossé avec moi. Mais il y avait quand même une réaction, contre le changement, quoi. Mais finalement, il y avait une peur que ce soit pas encadré, que ce soit mis en place un peu trop rapidement et balancé un peu à la volée dans les salles de classe. Oui, mais d'ailleurs, oui, et on a été obligé de progressif. Pour me poser la question, oui, ça a été très progressif. D'abord, les premiers logiciels, ensuite le tableau numérique, ensuite les tablettes, ensuite le cours d'anglais par visioconférence, ensuite les robots, ensuite de mettre les parents. D'intégrer les parents, par exemple, pendant le Covid. C'était compliqué de mettre les parents dans la boucle ? Comment ? C'était compliqué de mettre les parents dans la boucle ? Ça a été long, peut-être, pour plusieurs raisons, mais maintenant, ça y est, ça fonctionne. On l'a vu, par exemple, on a eu un prix, je vous dis, on a eu, je sais pas, sur le scolaire, on a eu près d'une 30aine de prix, mais on a eu un prix sur le Covid parce que les enfants d'Elancourt, et un peu de 50 ans aussi, suivaient un cours par visioconférence avec leurs profs. Donc en télétravail, beaucoup plus facilement que les autres élèves. Et donc, bien sûr, on voyait qu'ils avaient un avantage considérable. Donc, ils suivaient la classe normalement. Vous étiez prêts, et le reste du territoire n'était pas. Et on a eu un prix, au premier prix du numérique, association de gravité quand même du Covid. Donc ça, oui, ça a aussi influencé tout le monde, dire bon, maintenant on y va. Parce qu'il y avait des villes qui venaient voir, même des pays qui ont envoyé leur ministre de l'Éducation voir. Et bien sûr, on a senti la progressivité. Après, il y a eu les classes aussi pour le handicap. Par exemple, pour des classes pour des schizophrènes ou pour certains types de maladies. On était les premiers aussi à ouvrir une classe. Et bien sûr que les outils numériques aident considérablement. À commencer par ce robot, un robot qui est un peu la mascotte de la rentrée. J'ai l'impression, le petit buddy qui fait des émules. Expliquez-nous. Alors écoutez, c'est un de ceux qui a eu un certain succès aussi. Alors nous, on les essaye un peu tous parce que bon, on a beaucoup d'entreprises qui viennent nous voir. On est un peu un laboratoire et de recherche et de développement, et on en a beaucoup. Mais celui-là, effectivement, il a beaucoup de choses. Il a une tête sympathique. Il intègre un peu les émotions. Les émotions, c'est ça. Un robot émotionnel. Voilà. Mais je vous dis, on essaye beaucoup de robots. Alors ça a un certain succès. Et même on fait même des concours pour en fait coder. Vous savez, Steve Jobs dit coder, c'est penser. Et c'est vrai qu'on les voit, les enfants, ils s'impliquent, le niveau d'implication est très fort pour coder. En plus, en fait, c'est une concurrence entre des classes, entre des villes. Et donc, il y a un prix. Et ça crée une émulation. C'est les stimule de façon extraordinaire. Ouais. Et là, d'ailleurs, on est même sorti de Saint-Quentin, parce que, bien sûr, Saint-Quentin a été... Mais on a même eu après des villes qui se sont agrégées. Là, on gère ça, donc ça se développe. Sauf que vous n'arrêterez pas ça, c'est une révolution. Qui se passe aussi dans d'autres pays, je ne veux pas
Mais malheureusement, après, il y a aussi la barrière des moyens financiers. C'est pour ça que, d'ailleurs, le problème de l'immigration que vous avez aujourd'hui, avec une explosion qui est programmée, je pense que le problème, c'est l'éducation qui est quand même très différente. Le choc culturel, bien sûr, sur l'éducation. Je pense que ces outils vont certainement, à mon avis, rendre un sacré service, parce que ça gère massivement un problème, quand même. Hein. En plus, vous avez les profs qui ont aujourd'hui un problème, c'est avec l'hétérogénéité des classes. Ouais. Et bien sûr, ces outils-là aussi servent. C'est que vous pouvez faire 4 exercices ou 5 exercices différents dans la classe. Ouais. On apprend aussi à travailler en équipe, même s'il y a 4 équipes. Ah oui, mais vous pouvez faire 4 équipes, bien sûr. Vous pouvez leur donner des exercices différents et ça se règle tout seul et ça fonctionne. C'est le projet à terme? Ça fait partie du projet interne, oui. Rassurez-moi, ça ne va pas remplacer les profs. Alors, vous avez dû avoir la remarque quand même, non? Bon, attendez, mais en médecine c'est pareil, dès qu'on leur met au point des systèmes de diagnostic par ordinateur, oui, bon, vous voulez remplacer les médecins. Non, c'est très complémentaire, c'est comme les livres, après vous allez me dire, on voulait remplacer les livres. Non, nous on a gardé les livres, on a gardé bien sûr les tablettes, alors bien sûr que les tablettes ont un succès, mais on a gardé le tableau numérique à la craie. Ouais. Ah non, vous avez gardé celui à la craie, d'accord. Et le tableau numérique. On a les deux, vous voyez, pour que chacun. Mais enfin, on sent bien que, chers amis, c'est joué. Hein. Bon. Il y a des difficultés à revenir à l'ancienne méthode parfois. Le pire, c'est quand il y a un prof qui change sa vie, donc qui part d'Elancourt ou de Saint-Quentin et qui arrive dans une ville où il n'y a pas de. Il nous appelle, il nous dit attendez. Est-ce que je peux revenir? Non, mais il me dit est-ce que vous pouvez me donner le matériel que j'ai? Je lui dis écoutez, c'est les impôts des gens qui sont ici. C'est difficile pour moi, comprenez, et je sais que c'est pas facile. Pourquoi l'offre éducative numérique à Elancourt et bien sûr dans l'agglomération de Saint-Quentin est depuis très longtemps une priorité, depuis très longtemps une offre d'exception? Parce que moi j'ai arrêté mes études à 16 ans, j'étais pas un très bon élève, mais j'étais fort en maths. Voilà, et j'ai eu l'occasion, j'avais un copain qui était ingénieur, c'était un normal subscience qui dirigeait le service d'éducation de l'IBM. Il m'a montré la logique algorithmique, tout ça, un peu l'informatique, IBM, c'était le lieu à l'époque, c'était Apple. Et j'ai eu l'occasion de rentrer, puis quand je suis rentré là-dedans, je n'en suis pas sorti. J'ai arrêté l'école, mes parents ont failli me jeter dehors quasiment, mais enfin j'exagère, mais et là j'ai fait 4 ans chez IBM à 16 ans, oui, à l'époque c'était possible. Ouais. Après j'ai passé mon bac, etc. Et j'ai fait un doctorat de psychologie sur j'ai vite compris que le numérique allait transformer tout, et la sécurité, et l'éducation, et la santé, tout. Bon. Et là, j'ai fait un doctorat là-dessus, enfin, il y a plus de 30 ans. Et donc voilà, après, j'ai créé une société. Qui est des plus actuels? Comment? Qui est des plus actuels, j'imagine? Votre doctorat, qui est des plus actuels aujourd'hui? Au vu de toute la transformation. Mais bien sûr qu'il est plus actuel aujourd'hui. Enfin, il montre bien. Ah non, moi je disais qui est toujours d'actualité. Ah oui. Mais je veux dire qu'il y a tellement de choses qui ont changé. Mais bien sûr, il posait la question de préparez-vous à une transformation forte de la société. Voilà. Bien sûr. Et puis après, j'ai déposé un brevet. J'ai eu le soft d'or, d'ailleurs, remis par le ministre du Commerce extérieur. Mais là, j'ai eu un redressement fiscal sur le crédit impôt recherche. Je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là. Parce que le crédit impôt recherche, qui était super pour les chercheurs, il ne faisait pas rentrer à l'époque le numérique. Alors, je peux vous dire, donc il redressait toutes les start-up dans le numérique. Bon, donc, je suis devenu député à ce moment-là pour changer le crédit impôt recherche. Et après, alors député, alors là j'ai commencé mes travaux sur l'éducation parce que il est difficile de faire changer les choses, de faire bouger les choses si à un moment on n'est pas député. Parce que aujourd'hui vous avez la casquette de patron d'agglo et de maire d'Elancourt. Patron d'agglo c'est plus puissant que député. D'accord. Aujourd'hui, un député a beaucoup moins de pouvoir qu'à l'époque. Parce qu'avant, vous aviez une réserve parlementaire. On me dit, je raquettais toute la réserve parlementaire, à tel point, c'est que les autres députés me disaient, bon, pour vous, ça suffit, quoi. Ouais. Et à ce moment-là, le président de l'Aglo, alors je me souviens, j'étais même collègue avec Dassault, un jour, il me dit, attends, mais t'as vu, t'as piqué toute la réserve parlementaire. Moi, je sais plus de réserve parlementaire. Alors, je lui ai dit, écoute, Dassault, on se ira, tu vois. Ouais. Et c'était mignon, mais c'était adorable. Et ça a permis de lancer, bien sûr, au niveau, à l'exemple d'Elancourt, puis après de généraliser, de transformer vraiment la pédagogie en France. Ouais. Adrien. Il y avait une volonté justement de transformer cette pédagogie et en fait, passer par des nouvelles lois quand vous êtes passé député, c'était aussi cette volonté-là. Ah oui, moi je me suis engagé pour modifier le crédit impôt recherche, effectivement pour modifier l'éducation, parce que je me souviens que j'avais remarqué qu'un prof, je me souviens à l'école, au collège, quand je levais la main en cours de français, c'est l'effet Pygmalion, je ne sais pas si vous connaissez, et la prof de français me dit, bon, il faut que vous ayez une question, alors posez votre question. Bon. Et après, en maths, je posais une question, puis alors il y avait le prof qui dit,
Silence, s'il vous plaît, on écoute Jean-Michel. Vous disiez comment deux profs la pression. Sur la pédagogie pour vous donner confiance ou pas en vous. Et je me suis dit quand même qu'il y avait un problème. Et on le voit sur les cours d'anglais par visioconférence, par exemple. Les profs, ils sont pas toujours très à l'aise en anglais, donc ils sont bien contents de voir un Anglais ou un Américain qui fait le cours à leur place. Bon. Et on voit que la culture anglo-saxonne, c'est beaucoup plus renforcement positif. Dès qu'un enfant répond, fait une bonne réponse, c'est great, c'est bien. Et alors que les profs sont plus réservés à la française. Et en fait, vous avez en même temps, vous voyez, vous mélangez les cultures. C'est pareil, un prof avant, il mélangeait pas son cours avec son voisin. Il faisait son cours à lui, et il y avait l'autre prof. Bon. Là, aujourd'hui, avec le numérique... Vous voyez, mais c'est un enrichissement, un niveau d'échange qui n'a plus rien à voir. C'est pour ça que ceux qui partent, ils disent « moi, je ne veux pas revenir là ». Jean-Michel Forgousse, quel est l'impact aujourd'hui dans votre politique éducative de l'intelligence artificielle? Est-ce qu'elle a déjà un impact? Est-ce que vous l'intégrez? Ou là, on se dit c'est encore une autre étape? Alors, je vais vous dire, il est clair que l'intelligence artificielle, là, vous êtes devant une transformation phase 2 de la société très forte, notamment au niveau des emplois. Il faut bien vous dire que demain, on doit accélérer la culture numérique de nos jeunes et préparer la phase 2 qui est l'intelligence artificielle, qui va tout transformer, même votre métier à vous, monsieur, journaliste. Donc là, l'impact commence à être très fort. Donc il faut aller beaucoup plus vite, beaucoup plus fort. Surtout, nous, on a des emplois. Bon, vous avez un problème en France, c'est que vous avez beaucoup de littéraires. Moi-même, je suis docteur en lettres, enfin, je fais Sciences Po, je suis ingénieur scénariste, mais cela dit, mais il demeure qu'attention, les littéraires, il en faut. Mais vous ne pouvez pas comme ça, les profs, en élémentaire, on le voit bien, c'est 80% de gens qui sont des littéraires. Il faut des gens qui aient une culture scientifique, technique, économique, même au niveau des hommes politiques. Ce serait bien qu'il n'y ait pas que essentiellement des littéraires, parce que, je dis ça au hasard, mais philo, Sciences Po et l'ENA, c'est littéraire. Ouais. C'est pas une culture scientifique, ni technique, ni économique. Le message est passé. Mais, je dis ça, je dis rien, c'est ça? Je n'en dirai pas plus. Je n'en dirai pas plus. On a compris qu'effectivement, Saint-Quentin-en-Yvelines était un territoire pour le moins doté, bien doté. Ce n'est pas le cas du reste du territoire. Est-ce que ça vous inquiète, ça? Oui. Doté en termes de budget et en termes de propension mais en même temps, à se projeter. Je me méfie de l'égalitarisme. Parce que vous savez, l'égalitarisme, c'est si on veut tout de suite démarrer que lorsque tout le monde est égaux, vous ne démarrez jamais. Et vous retardez la machine. Donc, de toute façon, c'est très bien. C'est ce qui s'est passé? Oui, enfin en tout cas, il y a des moments où on nous bloquait parce qu'on disait on ne peut pas y aller avec vous parce que si tout le coin... Sinon les autres, ils vont râler. Alors ça, je vous dis, vous arrêtez ça parce que vous allez bloquer toute l'innovation. Vous laissez, vous savez, il faut pousser les gens qui montent dans la vie et ne pas lâcher les gens qui tombent. Ouais. Il faut être au milieu, vous avez le curseur et nous, on l'a géré comme ça. On aidait, mais d'abord, on nous laissait réussir et après, on aidait les autres. Je veux vous dire, c'est... Bon, je vous rappelle, c'est très scientifique, Paris-Saclay. C'est 3 grosses agglomérations, Versailles, Saint-Quentin et Saclay. Mais il y a une très forte culture scientifique de toute façon. Vous pourriez dire aussi que c'est pas égal. Il y a effectivement des départements ruraux qui sont bien éloignés, tout ça. Mais je pense qu'il faut qu'on échange plus. Mais c'est vrai qu'il y a une inégalité des territoires. Oui, si c'est la question que vous me posez, oui. Mais attention, il faut gérer ça intelligemment. Vous avez des présidents de région qui s'en foutent complètement. On a eu Pécresse. Bon, Pécresse, elle a une culture numérique, ça se voit tout de suite. Bon, elle a enchaîné. Même chose au département des Yvelines. Bon, puis c'est une région riche. Bien sûr, la région, ils nous ont aidés. Le département aussi, c'est un département riche, les Yvelines. Bon, donc bien sûr tout ça. Et puis il y a une culture scientifique. Donc tout ça, ça va ensemble. Mais surtout, attention, si on parle trop d'égalité, il faut ensuite assurer l'égalité. Mais d'abord, laisser les gens monter, réussir, parce qu'après ils réussissent et ils ont des moyens. Et nous, on les redistribue. Je vais vous dire. Je vais vous citer un exemple. Ouais. On a créé le vaccinodrome de Saint-Quentin dans la période. Donc tout ça, quand même, obligé à des règles de moyens et de rapidité de process. Bon. Mais au début, on nous reprochait, oui, vous vaccinez que les Saint-Quentinois. Non, on a très vite ouvert et toute la France, il y avait des gens de Saint-Tropez qui venaient chez nous. Genre, donc, vous savez, quand vous gagnez, de toute façon, vous partagez. Un type qui gagne et qui ne partage pas, c'est pas possible. De toute façon, quand vous versez 50% dans une entreprise de votre chiffre d'affaires, vous donnez ça à l'État, qui vous dit vous participez pas, vous rigolez. Ouais. Non, mais, bon. Donc de toute façon ça se fait tout seul ça, mais il faut pas commencer par cette logique-là. Par contre, faut vérifier après qu'il y a quand même un minimum de répartition, ça va de soi. Et on rappelle que 50% du budget effectivement total concernant l'agglomération de Saint-Quentin, ça va dans l'éducation. Je ne sais pas si on avait dit, mais il me semble que c'est 50%. Absolument. 500 millions
Écoutez, c'est environ 1,5 milliard globalement, et quasiment l'éducation, ça pèse environ pour 50% dans les 12 communes en moyenne. Adrien. Vous avez dit que ça se faisait tout seul. Vous comprenez quand même que cette évolution, cette innovation à 2 vitesses puisse inquiéter certains. Vous avez parlé de l'exemple juste avant, dans une même famille, d'un enfant qui a accès au numérique et d'un autre qui n'y a pas accès. Est-ce que des fois, ça peut inquiéter certaines personnes ? Mais bien sûr, mais regardez, il y a eu aussi le soutien scolaire en ligne. Moi, je me souviens que quelquefois je faisais du porte-à-porte, je voyais des familles où il y avait un vieux dictionnaire déchiré, etc. Et puis une autre famille où il y avait une encyclopédie, 17 volumes, je sais pas quoi. Bon, là, vous sentez l'inégalité. Bon. Et c'est là où on a décidé de mettre des supports numériques pour le soutien scolaire, de le rendre gratuit, accessible. Et je veux dire, ça a remis les gens à égalité. Donc pour ne laisser personne de côté. On se soucie voilà. Et en fait, ces systèmes-là ont été diffusés bien au-delà de Saint-Quentin. De toute façon, aujourd'hui, attendez, on a eu 2 missions parlementaires. On allait dans toutes les régions dire il faut faire ça, il faut trouver les moyens, etc. Et après, au ministère, on disait bon, il faut augmenter, bien sûr, le budget sur le numérique. Non, mais on a poussé après, bien entendu, à ce que ça monte. Et on n'est pas les seuls, hein, quand même. Aujourd'hui, bon, il y a quand même des départements qui... C'est vrai qu'on est certainement un des plus, bien sûr, numériques. Mais dedans, il y a la culture Paris-Saclay aussi qui nous aide. Hein, et on aimerait bien qu'il y ait des Paris-Saclay partout en France. Si toute la France est Paris-Saclay, bah, vous auriez un salaire 3 fois supérieur. Ou un pouvoir d'achat. 50 ans en Yvelines avec un autre maître mot éco-responsable. Et Adrien, tu nous parles dans ta loupe de recyclage. Aujourd'hui, une solution qui pourrait servir de nombreux parents. Oui, peut-être à vous aussi, Patrice. Un bon nombre de parents ont déjà été confrontés aux jeux et jouets trop abîmés de leurs enfants qu'ils ne pouvaient pas revendre. Eh bien, ils peuvent désormais être collectés et même recyclés par un organisme. Son nom, Éco-Maison. Et pour sensibiliser les enfants eux-mêmes, une collecte solidaire a été organisée en partenariat avec l'Académie de Versailles. En tout, c'est près de 182 écoles élémentaires qui ont été concernées, dont 5 établissements à Saint-Quentin en Yvelines. Dans l'un d'eux, justement, la démarche s'est faite naturellement à l'école élémentaire Michel de Montaigne. Les élèves participent déjà à la collecte de bouchons pour handicap prévention et de stylos pour l'ONG Action Mopti. La collecte et le recyclage des jouets, pas un problème donc, une démarche de plus d'éducation au développement durable, comme l'explique le responsable d'Éco-Maison. Ce principe de collecte, il était aussi accompagné d'une éducation au développement durable, où on a embarqué l'académie et les professeurs pour essayer d'avoir des modules pédagogiques qui amènent à cette collecte de jouets usagés sur une opération qui a duré 3 mois. On a organisé ça le 15 novembre 2022 et on a atterri sur le 15 janvier 2023 sur cette première collecte. Et vu que ça a plutôt eu des très bons retours, des très bons effets, on va refaire cette édition à la fin de l'année, autour du 20 novembre 2023 et encore sur 3 mois jusqu'en janvier. L'idée, c'est vraiment de sensibiliser les enfants au développement durable, à l'éducation, aux bons gestes de tri, etc., avec une collecte de jouets usagés qui arrive à la fin de cette opération. Alors, on a compris, sensibiliser, c'est le leitmotiv, mais on collecte quoi et surtout pour quel résultat ? Alors c'est important de le préciser, hein, Éco-Maison, l'organisme qui mène ce projet, ne collecte pas tout. Les jeux de société, puzzles, jeux de plein air et tout ce qui est joué en plastique, bois, métal sont évidemment pris en charge, mais une exception existe, les jouets électriques et électroniques, une filière leur est déjà dédiée. Et avec toutes ces actions, l'objectif d'Éco-Maison, c'est de collecter dès 2024 plus de 30 000 tonnes de jeux et jouets usagés. 7 000 tonnes seront orientées vers le réemploi. Et plus de 11 000 seront quant à elles recyclées. Il faut savoir que selon l'Agence de transition écologique, chaque année, plus de 100 000 tonnes de jeux et jouets sont mis sur le marché et seuls 40% sont déposés en déchetterie. Accompagner ces initiatives est donc primordial. Vous pouvez d'ailleurs vous aussi y participer. Éco-Maison organisera justement un webinaire sur la thématique de collecte des jouets. Cette réunion en ligne donc aura lieu le vendredi 29 septembre de 11h à midi. Et pour vous inscrire, c'est sur le site de l'organisme écomaison.com. Jean-Michel Fourgousse, à Elancourt aussi, on a ce type de démarche pour sensibiliser les jeunes au développement durable. De toute façon, l'environnement aujourd'hui a pris une telle dimension. On n'a pas beaucoup d'actions comme cela, dont celle-là d'ailleurs. Mais vous savez, nous on est très vélo. Vous savez, on a 4 sites olympiques. Il paraît. Et donc on a 400 km de pistes cyclables. On va passer à 600 à cause ou grâce, je sais pas, au JO. Paris 2024. Ouais. Vous pouvez même faire le retour des 4 sites 100 km avec votre famille, etc. Donc c'est très marqué. Donc juste 60% d'espèces naturelles.
donc des trottinettes aussi. Ça marche, alors qu'à Paris, ça, visiblement, c'était un peu difficile. Mais nous, chez nous, ça marche parce que c'est moins urbain, donc c'est plus facile. Il y a plus d'espace. Donc, je dirais que la culture écologique, elle est quand même assez forte. Même aujourd'hui, on cherche à avoir des systèmes qui vont capter le CO2 au-dessus des axes routiers. On ne maîtrise pas encore ça complètement. Mais je veux dire qu'on travaille, on essaye d'être innovant. Donc voilà ce que on intègre tous ces paramètres. Et celui-là, les enfants sont très sensibles. Voilà, passer par les jeunes, c'est primordial. Ce paramètre, et les familles aussi avec leurs enfants. Jean-Michel Fourgou, vous avez parlé bien sûr du cyclisme. Il y a le golf aussi, bien sûr, Saint-Quentin. Les JO, ça peut booster encore un petit peu plus toute l'agglomération. Vous allez pouvoir profiter de cette aspiration. Comment vous voyez ça ? Écoutez, nous, c'est très entrepreneurial. Paris-Saclay, Saint-Quentin, et donc, il est évident que les valeurs du sport sont très proches des valeurs de l'entrepreneuriat. D'abord, si vous voulez réussir, on le dit à nos enfants, on en profite, bien sûr, on dit à les jeunes, vous voulez ressembler là aux champions olympiques, là, on vous expliquer les règles du jeu, les gars. Premièrement, tu arrives à l'heure à l'entraînement. Non. Deuxièmement, tu respectes ton entraîneur, d'accord ? Tu respectes tes concurrents, tu respectes l'arbitre. La valeur travail, si tu l'as pas, c'est pas la peine d'y aller. Tu vois, tu restes chez toi, voilà, au moins ça va gagner du temps. Peu importe ton pas ton temps. C'est la persévérance, c'est pas faire un effort pendant 10 minutes et puis non, c'est la persévérance. Bon là, c'est une méthode, c'est un état d'esprit. Et ça, ils comprennent. Alors, ils acceptent beaucoup plus la leçon de morale qu'on leur donne, un peu parce qu'il y a les JO. Donc, ça nous aide. Ça nous aide à en mettre. Les Jeux Olympiques, ça parle à cette génération ? Ah oui, bien sûr. Oui, et là, ils nous écoutent beaucoup plus que sur un discours, vous voyez, qui peut apparaître un peu politique, ou quelque chose comme ça. Il est évident que les JO, ça nous rend un sacré service vis-à-vis de nos jeunes. Ça, et dans quelle mesure l'entraînement, ils s'entraînent beaucoup plus, comme par hasard. Bien sûr, ils font. Alors en plus, il y a plein d'animations qu'on a créées autour des JO, et allons-y, ils y vont. Et non, ça donne un coup de booster. Dans quelle mesure le sport est un vecteur du vivre ensemble aujourd'hui ? On parle beaucoup du vivre ensemble qui est quand même mis à mal en ce moment. En tout cas, en 2023 en France, le sport, c'est un levier puissant, un levier important ? C'est un levier puissant et puis c'est un levier qui vous redonne les valeurs, le sens des valeurs, et vous voyez l'efficacité, parce que quand vous apprenez à courir, vous savez, moi un jour j'ai fait une étude sur 500 dépressifs, et on voyait en fait dans les résultats, la moyenne, on a vu qu'il n'y avait aucun sportif dans les 500 dépressifs. Donc vous vous rendez bien compte que c'est le meilleur anxiolytique, tranquillisant, antidépresseur. Enfin, ça a des fonctions extraordinaires, le sport. Et les jeunes, là, justement, ils discutent là-dessus, ils apprennent toutes ces choses-là, toute la vertu du sport. Ils sont beaucoup plus ouverts grâce à cet événement. Donc là, on en mesure un premier effet quand même pour notre jeunesse, ou une partie des jeunes, pas tous les jeunes, mais une partie des jeunes qui est vraiment un peu glissante, on va dire. Oui, ça les réveille, oui. Ça les remet un peu dans le bon sens. Quelle est la partie la plus délicate de votre métier ? Si on peut appeler ça un métier, je sais pas. C'est que bien sûr, il y a un rapport à l'autorité quand même qui commence à poser un problème. C'est qu'il n'y a plus de respect pour une partie, en tout cas des jeunes. Mais je vous donne un exemple. C'est un de nos collègues qui dit, il sort de sa mairie et il voit un type qui prend un sens interdit. Donc il dit, monsieur, c'est interdit. Et l'autre, c'est la loi, enfin. Et l'autre lui dit, non, mais ça c'est votre loi. Le type a plus de 30 ans quand même. Non, ça c'est votre loi. Et moi, j'applique ma loi, donc je passe. Vous dites, ce type-là, il a des enfants, il raconte ça le soir. Donc c'est vrai qu'il y a un problème en France, il ne faut pas se leurrer. Faudra, je ne sais pas s'il faut faire un colloque ou prendre des décisions, mais là, il y a un problème. Quand vous posez la question, vous avez la réponse ? Ni à cette personne, ni à ses enfants, ni à la société. Mais il va falloir, à mon avis, qu'on ait le courage de voir vraiment de quoi il s'agit. Parce que à ce moment-là, il ne s'arrête pas à un feu rouge, il décide, bon, très bien, bon. C'est compliqué, ça. Oui, vous pensez que c'est déjà perdu à ce niveau-là ? Écoutez, moi, je suis, donc, entre guillemets, je gère une société. Je ne peux pas vous dire que je suis inquiet. Je suis inquiet, je ne peux pas vous dire que tout est perdu. Ouais. Vous pouvez dire qu'il y a déjà toute une génération qui est sacrifiée. Mais là, oui, là, vous avez, au-delà de 16 ans, on sent, alors oui, en dessous de 14, on a encore une marge de manœuvre pour remonter le truc. Mais au-delà de 16 ans, on sent bien que le décrochage, là, il va falloir... mettre d'autres moyens, une autre organisation, un autre programme. Si par exemple on a des jeux, on a même fabriqué un jeu pour les JO, pour les jeunes, donc
un serious game, comme on dit, pour les faire chercher des solutions, etc. Et ça s'adresse quand même, bien sûr, un peu à tous les gens un peu ouais, sur les, peut-être aussi dans les quartiers un peu sensibles, etc. Et on essaye tout, quoi. On essaye... on les invite partout, on augmente le nombre de jeux, l'encadrement est beaucoup plus fort, mais on a l'avantage d'avoir 4 sites olympiques. C'est-à-dire que ça nous aide. Si on ne les avait pas eu, on n'aurait pas fait autant de choses. Mais actuellement, oui. Il y a un effort très important sur les jeunes qui est fait à 50 ans de Yvelines et qui est payant, on le voit. Maintenant, j'espère que ça va durer pour après les JO. C'est ça, Paris, effectivement. Je vous le dirai. L'horizon. Au-delà des JO, au-delà de Paris 2024. Un grand merci à vous, Jean-Michel Forgous, d'être venu nous voir aujourd'hui dans School TV Le Mag. Je rappelle que vous êtes le président de l'agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et vous êtes l'heureux maire de la commune d'Elancourt. Merci à vous et à très bientôt. Merci Adrien, on se retrouve demain pour un nouveau numéro de School TV Le Mag. Ciao.